Alors, bonjour Paul, Bonjour. ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, je me présente, je m'appelle William Mollette. J'ai rencontré Paul lors d'une conférence à Longueuil, à Montréal, sur le créationnisme. Et j'ai rencontré Paul Gosselin, qui est un auteur de plusieurs livres comme Les Fuites de l'Absolu. Et on a discuté longuement pendant le trajet. Et j'ai appris beaucoup d'éléments aussi au niveau du créationnisme et de comment est-ce que le créationnisme est perçu, par exemple, en milieu universitaire. Alors, Paul va nous parler de tout ça, de la soi-disant liberté de la science, de l'honnêteté scientifique, oui, tout cet aspect-là, cette sphère-là. Alors, j'ai préparé 10 questions pour Paul et je vous laisse vous présenter, monsieur. Allez-y. Bon, en fait, en arrière-plan professionnel, j'ai fait des études en anthropologie sociale. Donc, c'est un domaine où les gens ont tendance à confondre un peu avec l'archéologie, mais l'archéologie, c'est l'étude des artefacts de civilisations passées. Les anthropologues étudient des civilisations vivantes pour essayer d'avoir une perspective globale. Qu'est-ce qui fait marcher une société? Tous les éléments, l'économique, l'idéologique ou la philosophie, la langue, toutes sortes de traditions, etc. Tous les différents aspects qui font que des cultures humaines peuvent survivre. Alors, c'est l'objet de l'intérêt des anthropologues. Puis souvent, les anthropologues ont tendance à aller étudier des petites sociétés où justement c'est plus facile d'avoir une vue d'ensemble. Des fois, ils vont aller étudier des tribus en Afrique ou des groupes amérindiens dans le nord du Canada ou dans le Pacifique. Une approche un peu plus holistique. Puis les sociologues, ils analysent là, des courants, des tendances, mais dans les sociétés plus développées, plus grosses. Fait que ça, ça situe un peu l'anthropologie. Et puis, donc, mais moi, je m'intéresse depuis pas mal longtemps au débat création-évolution. Puis, pour ce qui est je vais faire un petit topo un peu de l'évolution de la situation du créationnisme par rapport aux universités. Les premières interventions des créationnistes ont commencé tard dans les années 60 et puis dans les années 70. Et puis, c'était une époque où déjà la théorie de l'évolution était absolument dominante dans les milieux universitaires. Donc, les créationnistes ont commencé par proposer des conférences, des débats avec des évolutionnistes connus, entre autres un qui était beaucoup intervenu dans ce sens-là, un créationniste, c'est M. Dwayne Gish, un biochimiste de la Californie. Et puis, il a fait des débats, je pense qu'il en a fait plus de 300, et j'en ai vu un déjà une fois à l'Université Laval dans les années 80. Mais donc, c'était une époque où les évolutionnistes étaient absolument confiants dans leur monopole idéologique dans les milieux universitaires. Et donc, pour eux, ça allait de soi que dans un débat, les créationnistes étaient pour être rasés, complètement démolis. Et puis, donc, il n'y avait aucun risque pour eux de débattre avec des créationnistes. Et puis, finalement, ils ont commencé de s'apercevoir que c'était pas le cas. Et finalement, eux-mêmes ont commencé de reconnaître que les créationnistes gagnaient les débats. Et puis que même on s'est mis il y avait des organismes pro-évolutionnistes là, dans les milieux universitaires qui recommandaient aux profs de ne pas débattre parce que c'était pas du bon marketing pour la théorie de l'évolution parce qu'ils se faisaient rentrer dedans. Et puis, donc, les évolutionnistes en milieu universitaire ont commencé justement à mettre en pratique ces recommandations-là et à exclure donc tous des gens qui pouvaient remettre en question la théorie de l'évolution en milieu universitaire étaient souvent évincés, mis à la porte
Et puis, il y en a eu beaucoup de cas, mais entre autres, un qui est assez connu, c'est le cas de Jerry Bergman, qui, lui, il était prof avec une permanence. En anglais, il appelle ça tenure, là, c'est la permanence. Et puis, il a été mis à la porte parce que, bon, il osait faire des critiques sérieuses de la théorie de l'évolution. Et puis, c'est devenu une politique. Même, il y a eu des cas, les évolutionnistes aussi sont allés jusqu'à aller faire des causes légales pour exclure toute discussion, toute critique de l'évolution dans tout le système scolaire. Ça, c'est pas juste les universités, mais les écoles primaires, les écoles secondaires. Il y a eu des procès. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs procès. Euh, la situation est un peu semblable comme au Québec. Au Canada, là, le système scolaire est géré par les provinces au Canada. Aux États-Unis, c'est un peu semblable. Les États gèrent ça. Donc, il y a eu des cas en cours pour exclure toute critique, puis finalement toute discussion du créationnisme dans le système scolaire. Donc, si je comprends bien, on n'est plus dans de l'honnêteté scientifique, on est vraiment sur un paradigme de croyance, on n'est plus sur une ouverture à la discussion et au dialogue scientifique, si je Ah, comprends bien. oui, c'est exactement ça. Et puis, donc, c'était carrément un refus du débat, un refus de discuter, que chacun puisse apporter ses meilleurs arguments et puis que les gens, les auditeurs puissent décider eux-mêmes. Donc, c'était une volonté d'imposer par le haut, finalement, le mythe d'origine matérialiste dans tout le système scolaire, là. Et puis, depuis ce temps-là, ben, c'est un peu la situation, là. On se retrouve. Par exemple, il y a eu un cas là, il y a quelques années ici au Québec. Il y avait un groupe d'étudiants qui voulaient faire une conférence créationniste. Là, c'était un peu, j'ai su ça ici. En tout cas, je pense que c'est le Cégep de Sherbrooke. Et puis, ils ont voulu faire une conférence créationniste. Puis, toutes les associations étudiantes ont le droit de faire venir des conférenciers et puis les présenter à la population générale de leur cégep, de leur institution. Et puis, ils ont le droit d'avoir accès à des locaux pour faire ces activités-là, des locaux dans l'institution d'enseignement. Et puis, on peut imaginer que, par exemple, un groupe musulman qui voudrait voir une conférence d'un imam, ben, il ne serait pas question de refuser ça, mais le cégep, quand les professeurs de biologie, par exemple, quand ils ont su qu'il y avait un créationniste qui devait parler dans le cégep, on a carrément intervenu pour exclure, pour que l'institution refuse, finalement, qui cancelle finalement cette activité-là dans les locaux du Cégep. Et puis, finalement, l'association s'est revirée de bord, puis ils ont trouvé un local à l'extérieur du Cégep pour faire leur conférence. Mais c'est juste pour montrer à quel point c'est un peu la pensée unique, comme les Français appellent, c'est la pensée unique. Donc, il faut exclure tout débat. Et, ben, mais ça, je pense qu'il faut reconnaître tout de suite à la case départ que ça, c'est une stratégie qui laisse entendre que ces gens-là sont pas capables, ils n'ont pas les argumentaires pour faire face à un débat complètement ouvert où les gens peuvent présenter leurs meilleurs arguments et que les auditeurs les sous-pèsent. Donc, c'est un système où les gens s'attendent que ben, nous, on a le monopole idéologique et on va l'imposer et on se fout de tout le monde. On se fout finalement de la liberté de conscience de chacun. On veut imposer notre idéologie sur les autres. C'est pas un débat scientifique. D'ailleurs, on peut retourner en physique, par exemple, au début du 20e siècle, quand quand Einstein a commencé de proposer la théorie de la relativité, euh, le consensus était pour la physique classique de Newton. C'était le Oui. consensus. Mais euh,
on acceptait quand même qu'on puisse poser des questions, on puisse remettre en question cette théorie bien établie qui était la majorité des physiciens croyaient à la physique de Newton, mais on a permis à Einstein de publier et de débattre et de montrer son point. Donc, on n'était pas fermé ça, c'est la vraie science. C'est comme ça que la science est supposée de Alors, fonctionner. si je comprends bien Et jusqu'à maintenant, les travaux de la création, ou parce que souvent, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de scientifiques créationnistes? Il y en a, c'est ce qui sont minoritaires. Mais si j'ai bien compris dans ce que vous expliquez, c'est que les travaux créationnistes ne sont pas rejetés par leur pertinence, mais parce qu'ils vont à l'encontre d'un paradigme préétabli qui est l'évolution. Et si je exactement. comprends bien, là, vous nous expliquez que il y a des là, avant, on reconnaissait la vraie science comme la loi de la relativité générale d'Einstein. Et si on savait Mhm. que c'était de la science. Mais là, vous dites que, si je comprends bien, que l'évolution, il y a beaucoup de métaphysique qui est venu se mêler à la science. Puis là, ce qu'on appelle maintenant fait, comme l'évolution est un fait pour beaucoup, c'est de la métaphysique mélangée avec de la science observable et historique, si j'ai bien compris, là. Ouais, ouais. Ben, ce qui se passe, c'est que, par exemple, j'ai déjà vu un forum, là, un panel, là, où c'est que les évolutionnistes défendaient leur point de vue, puis bon, on échangeait avec des créationnistes. Et puis, il y avait un évolutionniste qui, bon, il dit, ouais, justement, il a répété ce genre cette phrase-là, ce slogan-là, que l'évolution, c'est un fait, c'est un fait observable. Puis bon, il y avait sa tasse de café. Il dit, c'est aussi vrai que si je laisse tomber ma tasse de café, ça, on peut observer. Sauf le petit détail qu'il a négligé de souligner, c'est que, bon, il n'y a aucun scientifique qui a observé la formation de la première cellule. Il n'y a aucun scientifique qui a observé la formation du premier poisson. Donc, il y a des choses. Ça, c'est un peu une hérésie, là, par exemple, pour les gens qui sont influencés par les Lumières, mais il y a des choses qui sont hors de la portée de la science, que la science est limitée. Donc, c'est vrai que la science, on peut faire des expériences. Tout le monde, si moi j'achète ma clé USB, on peut filmer ça et on peut observer la vitesse que ça va avoir quand ça atteint le plancher. Et toi, chez toute autre personne, peut répéter la même expérience et puis on peut observer le résultat. Ça, c'est la Donc, science. donc une expérience Mais fixe, ça se répète. la Ouais. question des origines est en dehors de ça, là. On n'est pas capable de vérifier directement Ouais. à la source les questions. Donc, on est plus, ça va être très difficile pour les gens d'accepter ça, mais on n'est plus dans la science. On est dans l'idéologie ou dans la mythologie, je pense. Même, Donc, je pense, monsieur Gosselin, si je comprends bien, ils n'ont aucune explication officielle en ce qui concerne la biogenèse. biogenèse, ça n'a pas été observé. Justement, là, ça, c'est la case départ, là. Ça, c'est vraiment une question critique. Et puis, si on pose la question à des évolutionnistes aujourd'hui, en général, ils vont vouloir rapidement changer de sujet ou dire que ça, c'est exclu du processus. L'évolution, ça commence quand la sélection naturelle commence à s'appliquer, mais en réalité, c'est la case départ. Si on refuse de reconnaître l'existence d'un créateur, alors la biogenèse, c'est la première étape. Et puis, si tu n'es pas capable de donner des preuves de ce processus-là, des preuves réalistes, alors tout le reste, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. C'est de la foutaise. Parce que ça, c'est la case départ. Il faut d'abord faire la démonstration que la biogenèse est possible sans l'intervention d'un agent intelligent. Et puis, les évolutionnistes ont abandonné ça. Ils ont eu des expériences dans les années 50, 60, des expériences de Fox et Miller pour essayer d'arriver à la formation spontanée d'acides aminés, des trucs comme ça. Et puis, assez rapidement, on s'est aperçu que d'abord, c'était les expériences truquées qui ne soumettaient pas les substances créées
aux conditions de leur création. Notamment, les produits étaient éloignés de... En fait, c'était des électrochocs qu'on utilisait dans ces cas-là. Et puis après ça, on les sortait, les produits, les résultats étaient rapidement éloignés des chocs électriques pour pas qu'ils soient détruits. Mais si on les laissait sur place, ben là, tous les produits étaient détruits par le même processus qui les créait, là. Alors, finalement, c'était un cul-de-sac, là. Ces expériences-là n'ont rien donné. Puis même, bon, ça a pas, ça a pas, c'est très, très, très loin d'arriver à des organismes qui sont capables de s'auto-reproduire. Donc, des organismes vivants, par définition, un organisme vivant est capable de s'autoproduire. Même si on prend la cellule la plus simple, un amibe ou un unicellulaire, une bactérie, ben, même les ordinateurs les plus puissants, là, ça c'est la technologie la plus avancée qui existe actuellement, produite par l'homme, les superordinateurs. Ben, la cellule la plus simple est capable de faire une opération que ces ordinateurs-là, ces superordinateurs-là sont incapables de faire, c'est-à-dire de faire une copie fonctionnelle d'elle-même. Ça, Qu'est-ce que, c'est hors puis de qu'est-ce que, portée ouais. actuellement. Et qu'est-ce que le milieu universitaire dit de ça, en fait? Je veux dire, quel est est-ce que c'est possible d'être créationniste et de faire carrière quand même comme biologiste ou Ça c'est. dépend beaucoup des institutions. En milieu francophone, et je dirais que, ben, justement, Bergman, qui est passé par tout le processus de perdre son boulot de professeur d'université à cause de ses convictions, maintenant, il dit vaut mieux tout étudiant qui rentre dans un milieu universitaire, vaut mieux qu'il taise ses convictions pour au moins pouvoir obtenir son diplôme. Disons, c'était la recommandation qu'il faisait. Et puis en milieu francophone, je pense que c'est d'autant plus vrai, là. Il dit, il vaut mieux essayer d'avoir une position puis commencer de... D'ailleurs, même, il y a des gens très renommés, des gens très connus qui ont seulement commencé de faire publier des critiques de l'évolution après qu'ils avaient pris leur retraite. Donc, c'est un indice à quel point le milieu universitaire est allergique. Disons, il y a comme une chasse aux sorcières, honnêtement, là, qui fait que c'est, disons que la carrière d'une personne qui oserait faire des critiques sérieuses de l'évolution et surtout s'il le rejette complètement. Alors, ben, je vais faire une petite parenthèse sur le mouvement du dessin intelligent. Parce que le mouvement du dessin intelligent va décoller vers le milieu des années 80. Et Mhm. puis, mais déjà, les créationnistes avaient déjà fait un peu la guerre des tranchées pour commencer le débat création-évolution, le débat sur les origines. Et puis, les gens du mouvement dessin intelligent ont pris une décision un peu marketing, un peu stratégique de OK, on va développer des arguments en faveur d'un agent intelligent qui crée l'univers, mais on va exclure certains arguments du débat pour éviter de se faire taper, parce qu'ils voyaient à quel point on tapait sur les créationnistes, qu'on les excluait des milieux universitaires. Donc, ils ont dit, ben là, on va exclure certaines questions, puis on va supposer qu'on va voir la paix, puis on va pouvoir ouvrir le débat, puis faire avancer le débat en milieu universitaire. Et puis, donc, ils ont exclu toute discussion, par exemple, sur le nom du créateur. Fait que c'est juste parler d'un créateur comme ça, là. Peu importe, là, c'est pas le Dieu judéo-chrétien, c'est pas Allah, il y a un agent intelligent. Et puis, pas de discussion sur l'âge de la Terre. On évite les questions du déluge aussi. Toutes ces questions-là sont exclues du débat pour les gens dans le dessin intelligent. Et puis, bon, ils s'attendaient donc à pouvoir faire avancer le débat, puis de ne pas se faire trop taper dessus en offrant leurs critiques.
mais ils ont été rapidement déçus, puis même euh, les évolutionnistes en pouvoir là, dans les universités les ont souvent affublés du terme stealth creationist. Donc, c'est des créationnistes un peu hypocrites, là. Fait qu'ils les mettaient dans le même paquet que les créationnistes de jeunes terres, là, des gens qui croient que la création s'est déroulée il y a environ 7 à 10 000 ans, ou en tout cas une création en 7 jours, comme la Genèse le dit. Fait que ça, c'était très frustrant pour les gens dans le dessin intelligent parce qu'ils voulaient justement de pas se faire taper dessus. Ça fait que. Puis d'ailleurs, il y a même eu un film qui est sorti avec l'acteur Ben Stein. Ça, c'est pas mal dans les années 90. Le film s'appelle, c'est un documentaire qui s'appelle Expelled, No Intelligence Allowed. C'est sorti en 2008, pardon. Et puis, donc, ça fait le tour de toute ben, disons, c'est envoyé sur un ton assez moqueur. C'est très bien réussi comme documentaire, là. C'est vraiment, là, il y a des passes d'animation, c'est assez rigolo. Mais on se moque aussi de l'attitude un peu totalitaire des évolutionnistes qui veulent exclure toute discussion. Et puis, ça fait. Mais ce film-là, finalement, c'est le résultat du choc que bon, ils s'attendaient de pouvoir avoir une discussion normale, puis posée, puis réfléchie, songée. Et puis finalement, ils se rendent compte que il y a des levées de boucliers immédiatement lorsque mais il y a des Alors, raisons très simples. alors, si je comprends bien, le monde évolutionniste, fait que ça répond indirectement à l'une de mes questions que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous trouvez justement que au niveau de l'ouverture du dialogue créationniste envers l'évolution, est-ce que ça a augmenté un peu dans l'université? On voit que c'est non tout de suite. On voit que l'évolution est vers le bas. Il y a de moins en moins, beaucoup moins d'ouverture au niveau du dialogue entre les créationnistes et les évolutionnistes. Fait que si je comprends bien, on est encore loin d'avoir une discussion sérieuse en ce qui concerne le modèle évolutionniste et le modèle créationniste. Sur un pied d'égalité, je parle. Oui, oui. Non, sur un pied d'égalité, dans le milieu universitaire, non, les évolutionnistes sont bien attachés à leur monopole idéologique. Donc, il n'est pas question de faire de la place à une position créationniste. Par exemple, dans les années 70, là, c'est quand les les premiers gestes là, des créationnistes avaient commencé à se faire, une des initiatives était de proposer dans le système scolaire américain, dans certains États, un, un système à deux modèles. Donc, les étudiants seraient confrontés aux arguments évolutionnistes et aux arguments créationnistes. Et les étudiants pourraient eux-mêmes décider. Et puis, immédiatement, la réaction des évolutionnistes, donc les créationnistes étaient ouverts au débat et même ouverts à les mettre côte à côte. Que chaque parti puisse présenter ses meilleurs arguments. C'était ça le but. Et puis, immédiatement, les évolutionnistes ont ils ont attaqué ça en justice. Donc, les lois qui avaient été proposées ont été irradiées. Disons, les évolutionnistes ont beaucoup d'amis dans le système juridique américain. Et donc, tous ces procès-là, il y en a eu, à ma connaissance, il y en a eu à peu près 17 procès semblables dans différents États. Et puis, dans 17, chacun des cas, 17 procès différents. Et puis, dans certains cas, ça concernait les milieux universitaires. Plus souvent, ça concernait le système, soit dans les écoles primaires ou les écoles secondaires. Mais tous ces procès-là ont été gagnés par les évolutionnistes et étaient exclus que de quelque manière que la perspective créationniste puisse s'exprimer. Et puis, même en Europe, il y a eu une initiative d'un député de la communauté européenne, un M. Guy Langan, qui justement a fait un rapport pour soulever de la crainte là, à l'idée qu'il puisse avoir des interventions créationnistes dans le système scolaire. Son rapport s'appelait Les dangers du créationnisme, là. Donc, c'était pour vraiment là,
poussé Diabolisation au d'une maximum, part, là. là, bon, c'était c'est un peu de manière idéologique, mettre une étoile jaune sur les créationnistes, là, dire, bon, là, c'est danger, là, c'est dangereux, Du puis coup, faut est-ce que les vous pensez, exclure. est-ce que vous pensez, M. Paul, que cette façon d'ostraciser les créationnistes ont pu aussi mener à une sorte, à réduire le modèle créationniste à une théorie du complot, par exemple? Ben, c'est sûr que l'intention était de marginaliser, puis évidemment de discréditer, là. Ça fait partie là, du jeu. Mais la réalité des choses, c'est que, bon, en général, là, il y a quelques exceptions ici et là. Le système américain des universités est quand même assez varié. Il y a certaines universités qui admettent plus de discussions que d'autres, mais en général, c'est assez exclu. Mais ça a poussé le débat finalement sur Internet. Disons, en pratique, là, c'est pas mal ce qu'il y a eu comme résultat. Les discussions sérieuses sont exclues du système scolaire, incluant l'université, mais les gens sont capables d'aller s'informer eux-mêmes sur Internet. C'est là que le débat se fait. Et puis, mais évidemment, les engins de recherche comme Google vont généralement favoriser le récit officiel. Et puis, bon, comme par exemple, même chose avec Wikipédia. Là, les interventions de créationnistes vont être méprisées, vont être ridiculisées. Et pourquoi le modèle créationniste est aussi pourquoi il y a, c'est quoi, selon vous, les principaux obstacles à la présentation du créationnisme dans les milieux universitaires? Bon, hein, ça, faut regarder la théorie de l'évolution d'abord du point de vue idéologique. C'est que chaque civilisation a besoin de ses mythes d'origine et puis la pensée, pour la pensée moderne qui est issue des Lumières, puis aussi la pensée postmoderne, la théorie de l'évolution représente le mythe d'origine qui est fondateur, qui explique. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi les choses fonctionnent? Toutes les sociétés, puis tous les individus sont forcés de faire face à ces grandes questions-là. Et puis, chaque civilisation doit apporter une réponse. Puis bon, depuis les Lumières, puis depuis, les gens se sont appuyés sur ce mythe d'origine matérialiste. Donc, il n'y a pas de créateur, la matière, le vivant vient du non-vivant. Mais ce qui amène aussi les réactions des gens, c'est le fait que si on met en question la théorie de l'évolution, il y a beaucoup des tas et des tas d'idéologies qui sont enracinées là-dedans. Donc, ce n'est pas une question strictement scientifique. Comme par exemple, en physique, on a débattu au début du 20e siècle, la lumière, est-ce que c'est une particule ou une onde? Et puis, il y a eu des débats entre les physiciens, à savoir, bon, il y en a qui étaient partisans, la lumière, c'est une particule, puis d'autres qui disaient, non, 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 la lumière, c'est une onde. Et puis, ces genres de discussions-là, ça peut passionner quelques physiciens qui sont engagés pour une théorie ou une autre, mais pour la majorité des gens, ça ne change pas rien, ça n'empêche pas personne de dormir. Par contre, la question des origines, ça a énormément de répercussions idéologiques. C'est pour ça que l'émotivité des gens devient rapidement engagée, ça devient vraiment quelque chose de critique. Mais je l'ai vu, par exemple, justement, le débat dans les années 80 avec Dwayne Gish quand il est venu à l'Université Laval. Pour la majorité des gens dans l'assistance, c'était la première fois qu'ils faisaient face à une critique sérieuse de la théorie de l'évolution. Et puis, tu aurais dû voir les réactions émotives. Il y en a qui devenaient très, très émotifs, très, très agressifs dans leurs propos, même au point que moi, je dois avouer que je suis très admiratif là, de Dwayne Gish dans la façon qu'il a eu de gérer poliment, répondre aux questions
mais sans répliquer émotivement comme les gens, parce qu'il y avait une période de questions après sa présentation. D'ailleurs, il avait proposé de faire un débat avec un évolutionniste de l'Université Laval et les profs de l'université avaient refusé. Mais c'est ça, les réactions étaient très, très fortes. Même il y en a qui étaient, on le voyait dans leur façon de réagir, que ça pouvait même dégénérer en violence tellement qu'ils étaient craqués. C'était Et vraiment une alors, si je réaction. comprends bien, à ce stade-là, on n'est plus dans dans le dialogue scientifique, on est vraiment sur l'émotivité, sur une sorte un peu de fanatisme, un peu. Ouais, ben, dans le fond, là, c'est assez simple, là. C'est juste que quand on touche à quelque chose qui est une croyance qui est fondamentale, si on s'attaque à ça, c'est naturel qu'il y ait une réaction émotive parce que ça met en jeu toutes sortes d'autres considérations, là. C'est tout un paquet d'autres considérations sur la façon de voir la vie, comment c'est qu'on vive sa moralité. S'il n'y a pas de créateur, alors, par exemple, sa moralité sexuelle, on peut faire ce qu'on veut. S'il y a un créateur, ben, ça implique qu'on a des comptes à rendre, même sur notre vie sexuelle, pas, puis sur toutes sortes d'autres plans aussi. Alors, quand ces questions-là sont posées sérieusement, c'est pas trop étonnant que ça provoque des réactions émotives assez fortes. Et c'est très, très différent des réactions que les gens peuvent avoir. Est-ce que la lumière, c'est une corpuscule ou est-ce que c'est une onde? Ça laisse la majorité des gens assez indifférents. C'est Donc, si je comprends beau. bien, vous dites exactement un peu comme John Sanford, qui est un biologiste américain. Ouais. Il dit que on n'est plus dans la science, on est dans la croyance en l'action primaire. C'est en des Exactement. mécanismes qui, peut-être, peuvent apporter, par exemple, des mutations bénéfiques. Ouais. Mais on voit bien qu'ils sont tous mauvaises et hautement nocifs. Ouais. Alors, ce que vous dites, c'est que la communauté scientifique évolutionniste ont foi, j'utilise le mot foi, je pense qu'il est quand même Mhm. bien, C'est tout bien à fait utilisé. justifié. Euh, Ou on peut parler de dogme aussi, là. d'accord. Alors, si je comprends bien, puis je pense que c'est juste un petit groupe de généticiens, un peu comme des chefs d'orchestre. Alors, lorsqu'ils découvrent quelque chose, c'est toute la communauté scientifique qui suit. Et fait que là, vous diriez un peu que les scientifiques à blouse blanche qui ont un petit peu remplacé, on va dire, les prêtres de Bâle, par exemple. Oui, ouais, ouais. Pourriez-vous nous... En fait, les figures religieuses, là, même un pape ou une figure, une autorité religieuse établie, là. Mais donc, c'est vrai que depuis les Lumières, on a remplacé, si on voit par exemple le siècle des Lumières comme un mouvement idéologico-religieux, ben, la première question qui se pose pour un système de croyance, c'est où est la vérité? C'est une question de base. Alors, si on dit que c'est le Coran, ben là, on va avoir une certaine façon de voir le monde. Si on dit que c'est la Bible, si on fonde ça, par exemple, ben, les penseurs des Lumières, on dit, ben, c'est la science, c'est la raison humaine. Donc, on exclut le Créateur, on exclut la Bible. Donc, c'est une vision du monde matérialiste. Mais c'est ça, Mais on est pourquoi... dans on est dans la croyance. OK, mais OK, là, vous avez utilisé le mot croyance. Le Oui, mot croyance a été utilisé. oui. Alors, faut que je vous pose la question, M. Gosselin, dans les universités, dans les manuels scolaires, on nous enseigne que la théorie de l'évolution est un fait, avec Oui. des soi-disant exemples d'évolution. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces prétendues preuves? Est-ce qu'il s'agit d'une interprétation philosophique d'éléments en tant que preuve, ou il s'agit seulement de, de, de fausses preuves, de mauvaises preuves ou de mauvaises interprétations de l'inobservable? Je vous laisse. Euh, je- Dans ma réaction, je pense que je vais être très cynique là, sur ces genres de déclarations-là. Puis je vais dire, c'est quand on parle que l'évolution, c'est un fait, je pense qu'on peut voir ça juste comme une déclaration de foi, que ces gens-là sont convaincus, eux. Ça ne constitue pas d'aucune manière une preuve.
C'est juste qu'il s'appuie sur un consensus. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'autorités qui appuient ça. Mais et d'ailleurs, tout ça se fait dans un genre d'amnésie sur l'histoire de la science. Si on commence à regarder l'histoire de la science, si on considère les fondateurs de la science, des gens comme Blaise Pascal, comme Isaac Newton, Galilée, Copernic, ces gens-là qui ont ouvert des champs, qui ont révolutionné, qui ont beaucoup de champs de scientifiques, qui ont fait des avancées extraordinaires. Et puis, ces gens-là eux, quand ils regardaient la question des origines, ils disaient immédiatement, mais ça ne regarde pas la science, ça regarde la parole de Dieu. Eux, ils admettaient immédiatement le concept d'un créateur, et puis même pour eux, voir la science, comme Newton, il disait, explorer le monde visible, c'est une façon d'adorer Dieu. C'était des gens, Newton lui-même, il a publié plus de trucs, plus d'ouvrages sur des trucs théologiques que de la science. Ça, c'est oublié aussi, là. Mais donc, il y avait pour cette génération-là de scientifiques, il n'y avait aucun problème de compatibilité entre la science et la foi. Pour eux, la foi fondait la science, entre autres le concept pour les méthodes scientifiques, ça c'est un des éléments de base de la science. Ben, dans la Bible, ça dit que Dieu a mis des lois dans la nature. Et puis pour justement, c'est un élément qui a été clé pour explorer le monde autour de nous autres. Si on considère que le monde qui nous entoure est soumis à des lois, ben on peut faire une expérience scientifique une fois et on peut répéter l'expérience et on va s'attendre que la nature va réagir de la même manière. En d'autres mots, tu mets ton chaudron sur le poêle, tu mets de l'eau, tu mets ton thermomètre pour voir à quelle température ça va bouillir et ça bouille à 100 degrés centigrades. Et si tu es quelqu'un d'autre, si moi je répète la même expérience, parce que la nature est soumise à des lois, on s'attend que ça va se comporter de la même façon, toujours. OK, alors Et ça, c'est un, ça fonde la méthode expérimentale, mais c'est un concept qui vient de la parole de Dieu. alors, si je comprends bien, quand vous dites science observable et reproductive en laboratoire, Oui, alors on peut inclure les biologistes, les chimistes, les médecins. Et oui. qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la science historique au niveau universitaire? Je veux dire, parce que les universitaires disent souvent oui, mais il y a des paléontologues, des géologues uniformalistes qui sont d'accord avec un modèle évolutionniste millions d'années. Oui. C'est quoi la différence entre ces deux classes de sciences-là, historiques et observables? Justement, là, il faut faire la part des choses. Là, ce qu'on peut parler de fait, ce sont les choses qu'on peut observer, qu'on peut mettre les mains dessus, qu'on peut filmer, qu'on peut taper dessus avec un marteau. Un fossile, c'est un fait. Une roche, c'est un fait, etc., etc. On n'a pas. Mais ça, les interprétations que font les évolutionnistes pour à tricoter tout ça, c'est pas des faits. Elles sont Ça, philosophiques. c'est distinct. En autre mot, les faits peuvent être interprétés de différentes manières si on tient compte des présupposés qu'on a en arrivant, parce que personne n'arrive personne examine des choses brutes sans avoir de présupposés sur dans quoi ça fit. Ça fit dans quoi, dans quel cadre. Puis un évolutionniste, évidemment, va prendre des faits, des fossiles ou quoi que ce soit et les fitter dans le cadre qu'il a déjà. Donc, il va. C'est un. Donc, ça, il faut voir ça. Il faut faire donc la séparation, faire une distinction entre les faits que tout le monde peut observer, soit un fossile ou peu importe, une strate géologique ou euh, peu importe. Mais il faut aussi le cadre dans lequel c'est interprété,
ça, c'est pas de la science comme telle. Ça s'enracine dans des présupposés. On est dans la philosophie ou dans même des croyances. C'est des croyances. Un présupposé, ça, c'est un mot un peu fancy en philosophie pour parler finalement c'est une croyance ou une supposition. Oui. Mais, Puis ça se voit en fait aussi, surtout avec les gens de tous les jours, lorsqu'on leur demande comment fonctionne l'évolution. Moi, j'ai toujours 500 personnes qui me disent 500 façons différentes d'expliquer l'évolution. Certains vont me dire ça va être par juste sélection naturelle. D'autres vont me dire que c'est que les mutations. Alors, on voit qu'il existe une multitude de racines de croyances au niveau de l'évolution, ouais. au niveau du néo-darwinisme, au niveau du darwinisme traditionnel, au niveau. Il y a même la transpidermie aussi qui commence énormément à faire parler d'elle parce que les scientifiques se sont rendus compte que la vie était énormément complexe pour être conçue par hasard. Est-ce que Puis je pense que j'ai vu un article sur la biogenèse, ça me semblait intéressant que vous en parliez, en ce qui concerne la transpidermie. Puis je pense que Richard Dawkins aussi, qui est un grand, qui est très reconnu aussi pour ses critiques envers le créationnisme, parlait aussi d'une possibilité qu'on vienne d'extraterrestres, en fait. Ouais, ouais, ça, c'est des portes de sortie. En fait, même, il y avait le découvreur de l'ADN, de molécules d'ADN, Francis Crick, c'est ça, cette première génération de généticiens là, qui ont été confrontés à la réalité de l'ADN, puis le fait que l'ADN, c'est un code. C'est ça, c'est des gens qui ont passé à travers la Deuxième Guerre mondiale, puis dans justement la Deuxième Guerre mondiale, le décodage de messages encodés était quelque chose, sur le plan militaire, c'était vraiment quelque chose de critique. Donc, quand ces gens-là ont été confrontés à la réalité que le vivant comporte des codes, des messages, ben, c'était quelque chose qui devait les renverser, là. Puis, je veux dire, Crick était en plein dans cette situation-là parce que il a été co-découvreur de la structure de l'ADN, de molécules d'ADN. Donc, pour lui, peu de temps après que, disons, là, que l'ADN avait. Il a sorti un livre, une théorie de la panspermie, là. En autre mot, que la vie venait ailleurs que sur la La Terre. transpidermie. Oui, c'est ça. Et puis que ben, finalement, c'est juste une porte de sortie. C'est de là pousser le problème plus loin parce qu'il reconnaissait que la vie était tellement complexe, c'était quasiment. Ben, c'était une manière d'admettre, là, de manière subliminale, que la vie, c'est un miracle. Il n'aurait jamais employé ces termes-là, mais c'est juste que c'est une reconnaissance que la probabilité que la vie se forme de manière spontanée, comme il le supposait, était impossible. Donc, il repoussait. C'est un peu pour sortir, pour éloigner le problème de sa conscience. Puis, il y avait Fred Hoyle aussi, c'est un autre, lui, c'est un astrophysicien de la même génération. Et puis, plus tard, Fred Hoyle aussi avait une théorie de la panspermie, que la vie était venue d'ailleurs de l'univers. Mais finalement, Hoyle a admis que non, c'est juste une façon de repousser le problème. C'est une façon de refuser de réfléchir sur le problème que ça pose, que l'origine de la vie, l'origine du code génétique. Parce que tout code, les informaticiens savent que un code, ben, d'abord, ça demande un concepteur du code. Un code n'apparaît pas tout seul. Puis ensuite, pour que le code soit utile, il faut que ce soit utilisé pour transmettre des messages. Donc, il faut un concepteur de messages et quelqu'un qui les reçoit. Tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Il faut que tous ces éléments-là soient présents. Puis, il faut aussi un médium pour transmettre le message. Dans le cas d'un écrit, un livre, par exemple, ben, ça prend du papier, ça prend de l'encre. Dans le Alors, cas d'un message radio, ben là, ça prend un transmetteur et puis des ondes magnétiques ou quoi que ce alors soit. et ce problème-là, il revient quand même souvent hein, au niveau de la question des origines.
Dans l'un de vos articles, vous parliez aussi de l'explication de la première langue, les proto-langues. Oui, Et vous disiez aussi que c'est la même chose qui se passe au niveau de la biogenèse. Ils n'ont pas d'explication pour expliquer la première langue. Ils n'ont pas, ils n'ont pas non plus d'explication pour expliquer la première forme de vie. Tout ce qu'on voit au niveau évolutionniste, c'est des problèmes qui sont toujours reportés sans cesse. Alors, on essaie d'expliquer la vie. On essaie d'expliquer le point B, mais sans avoir expliqué le point A. oui, 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 effectivement. Ben, la biogenèse, c'est un peu l'Everest là, pour les évolutionnistes. Mais souvent, ils vont essayer de contourner ça là, parce que ça représente, c'est pas résolu. Et puis même la façon, la théorie standard là, qui est le plus répandue, c'est bon, mutation et sélection naturelle, et puis voilà, tout est réglé. Puis même, par exemple, dernièrement, j'ai su qu'un médecin français, Didier Raoult, c'est un médecin Oui, français. Puis lui, récemment, il est sorti un livre où il commence à contester le néo-darwinisme standard. Donc, mutation et sélection naturelle, voilà, tout est réglé. Pour lui, il dit non, c'est de la foutaise. Mais pour le moment, j'ai pas lu son livre, alors c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'il voit comme solution. Parce que dans les médias, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il semble avoir une théorie qui ressemble un peu à celui de Stephen Jay Gould. Donc, punctuated equilibrium, là, c'est-à-dire que c'est des genres de macro-mutations qui se font très rapidement, qui changent oui, énormément un oui, organisme. oui. Et puis, mais à quelque part, c'est pratiquement, Alors, si je comprends bien, dans un moment dans l'histoire, il y a eu un boom de mutations bénéfiques, c'est ça? ben, disons, ça, c'est la théorie de l'équilibre ponctué, punctuated Oui, equilibrium, la théorie de Stephen Jay Gould. Puis oui, finalement, ça revient à évoquer des miracles. En d'autres mots, déjà, le fait d'avoir une mutation qui soit favorable puis, et qu'il soit retenu, qu'il soit diffusé dans une population, c'est déjà un gros défi. Mais là, parler de macro-mutation, puis de supposer que ça ne va pas absolument détruire l'organisme, ben là, ça tient du miracle. Et puis justement, le Gould avait proposé ça assez activement dans les années 80-90. Et ça n'a pas pris parce que je pense que la majorité des évolutionnistes reconnaissaient que c'est trop demandé. C'est vraiment de faire un acte de foi un peu aveugle que des macro-mutations vont donner quelque chose de bénéfique, qui vont même disons, faire qu'un organisme, là, un invertébré va devenir un vertébré, ou tu sais, des affaires complètement, des structures complètement nouvelles. oui. Mais donc, finalement, les gens reconnaissaient que c'était pas plausible, c'était pas rationnel, c'est comme un acte de foi complètement aveugle que la nature peut produire finalement, c'est des miracles à répétition, mais sauf les matérialistes vont jamais utiliser le terme miracle, là, mais au fond, c'est ça pareil, là. Monsieur Gosselin, je voudrais terminer par une dernière question. Ouais. Euh, en fait, pour la plupart des gens, la biogenèse n'est pas un problème. C'est même normal qu'avec de l'oxygène puis la Terre, que la vie puisse apparaître par hasard. Pourquoi et qu'est-ce que vous diriez pour expliquer que c'est impossible que la vie soit apparue par hasard comme ça? Ben, c'est juste que quand on commence à faire toute la liste, là, si on regarde, examine sérieusement, si on prend l'organisme le plus simple qu'on peut trouver, l'organisme qui est capable de se reproduire soi-même, là. On ne parle pas de virus parce que le virus, c'est un parasite qui exige la présence d'organismes vivants qui se reproduisent. Mais prenons un organisme unicellulaire et quand on commence à examiner tous les systèmes qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. C'est hallucinant, tous les éléments qu'il faut mettre en place, une membrane pour garder tous les organes de la cellule à l'intérieur.
Mais en fait, c'est pas juste un sac Glad, là, c'est pas juste un sac, il faut que ce soit perméable pour permettre d'évacuer les produits de digestion, les excréments, et absorber les nutriments, là. Donc, il faut que ce soit une membrane qui est structurellement capable de se tenir et en même temps perméable de façon à discerner entre des choses à exclure et des choses à absorber. Donc, il OK, fait faut que que... si je comprends bien, on a des systèmes intracellulaires qui, un peu comme des super ordinateurs, qui doivent repérer, par exemple, les gènes qui sont défectueux, les copier, arrêter la transcription. C'est comme des. C'est ce que vous m'expliquez. Fait qu'il y a une complexité irréductible. Oui, 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 mais c'est pas juste ça, parce que il y a chaque mécanisme, là, quand on regarde la cellule, on est encore juste dans une cellule, un unicellulaire le plus simple. Et puis, il y a toutes sortes, il y a des mécanismes. On est capable de reconnaître là, un mécanisme, un cellulaire, disons un téléphone le plus stupide, là. C'est quand même un instrument de communication. Ça a une fonction de pouvoir transmettre des sons dans deux directions. Et puis, mais les cellules vivantes sont pleines, ça regorge. Il y a des systèmes de transmission d'oxygène, par exemple, pour les organismes qui respirent l'oxygène. Il y a des systèmes de digestion qui peuvent chercher, ramasser, utiliser des nutriments dans l'environnement et les exploiter pour donner de l'énergie ou pour faire des structures dans l'organisme, là. Donc, il y a toutes sortes de systèmes, toutes sortes de mécanismes. Là, tu aurais une liste très longue. J'ai juste parlé tantôt du paroi qui entoure mais on pourrait faire le tour de tout ce qui est en dedans. Et finalement aussi la question de pouvoir se reproduire. Mais ça prend un système qui emmagasine de l'information sur comment l'organisme fonctionne et aussi capable de le transmettre fidèlement, sans erreur, à ses descendants. C'est un défi Donc, extraordinaire. C'est un ordinateur qui est capable de se reproduire. donc, C'est- donc, si je comprends bien ce que vous me dites, même la forme, on va dire, primitive, même si c'est une erreur d'appeler ça primitif, alors la forme de vie la plus primitive est aussi complexe que la station internationale ISS, par Oui, exemple. oui, oui, Et, oui, et de oui, loin? oui. Oui, oui, absolument, absolument, absolument. OK. C'est ça. Donc, mais souvent, les évolutionnistes, pour éviter de trop réfléchir à ça, par exemple, les évolutionnistes de la génération de Darwin, par exemple, eux, ils mettaient une cellule sur leur microscope, ils jetaient un coup d'œil, puis ils voyaient un petit rond, puis ils rigolaient, puis ils disaient, ah, c'est simple. Ah, Ouais. ah, ah. Ah, c'est simple. Donc, la vie, c'est simple. Mais là, depuis que la science a avancé, on voit que non, la vie, Surtout dans le microscope, hein. c'est pas du tout simple. Ça porte les empreintes du créateur, ça porte l'intention. Chaque mécanisme qu'on peut rencontrer, des systèmes respiratoires, des systèmes osseux pour faire la structure, les systèmes musculaires qui nous permettent de bouger, tous ces systèmes-là sont la manifestation concrète d'une intention. N'importe quel ingénieur est capable de comprendre ça quand, par exemple, on demande à un ingénieur de créer un pont. Bon, l'ingénieur dit, OK, c'est quoi les contraintes de la situation, c'est quoi la largeur que le pont doit couvrir, et puis ensuite, c'est quoi le contexte, est-ce qu'il y a des vents forts, et puis tout ça. Donc, un ingénieur va prendre tous ces facteurs-là en considération et il va ériger, il va faire un plan pour un pont qui est capable de faire face à toutes ces contraintes-là. Et il va considérer les matériaux auxquels il a accès. Et puis, il va tout rassembler ça. Il va faire un plan et ensuite, les directeurs de chantier vont exécuter. Mais c'est ça, mais tout ça, c'est la manifestation d'une intention. Et c'est la même chose pour le vivant. C'est inévitablement, c'est Et je crois que la seule, ben, je crois que ils ont essayé de reproduire
la première forme de vie dans l'expérience de Mandel, si je ne me trompe pas. Ils ont réussi à créer du goudron. Ah, c'est pas Mendel. Mendel, c'est un des premières expériences sur la génétique là, pour les C'est plantes. Là. Il y avait les pois, là, il avait fait des expériences pour. Lui, c'est un des premiers qui a détecté c'était quoi les chromosomes. Là. Donc, comment il comprenait comment l'hérédité fonctionnait. Attends, je Mais, me suis trompé. C'est lequel mais d'abord? Mais tu sais quelle expérience que je parle? oui, oui, ça, c'est des expériences de Fox et Miller. Là. Ça, c'est Oui, des c'est ça. expériences qui Oui, ont eu lieu dans les années 50-60. oui. Et puis, le but, c'était tout simplement de pouvoir produire quelques molécules organiques qui pouvaient être produites par la vie, mais de façon spontanée. Donc, ils ont réussi d'une manière très limitée, mais c'est ridicule. Quelques acides aminés, c'est très, très, très loin de... C'est comme si quelqu'un disait, bon, je te donne comme objectif de construire un gratte-ciel. Et puis, donc, on donne un gros budget au contremaître. Et puis, on retourne sur le chantier quelques années plus tard et on voit une pile de briques à côté. Et puis, c'est quoi? Où? Puis là, on lui demande où est le gratte-ciel? Ben, j'ai dit, le contremaître, il dit, ben regarde, j'ai une pile de briques, là, j'ai commencé, là, ça s'en vient, là. Puis c'est juste qu'il faut voir que la pile de briques, il y a quand même une différence assez radicale entre un gratte-ciel fonctionnel et la pile de briques. Puis pas Et juste ça, donc, tu sais, faut pas oublier faut pas oublier non plus de mentionner que cette expérience-là, elle a été contrôlée soigneusement. oui, Euh, et juste, même si ça a été euh, contrôlé de façon très méticuleuse, tout est réglé, là, le gaz, l'eau chaude, les particules. Ils ont juste réussi à créer quelques acides aminés. C'est même pas du vivant, là. non, 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 c'est très, très, très loin. C'est très, très loin de. Puis même si c'est trafiqué un peu parce qu'on a cherché à réduire, par exemple, la quantité d'oxygène, parce que la majorité des molécules organiques qui font partie des organismes vivants réagissent très rapidement dans la présence d'oxygène. C'est pour ça que la décomposition du corps, c'est un facteur dans la décomposition des organismes vivants, là. Présence d'oxygène, les molécules organiques se dégradent et ils vont s'oxyder. Et puis, justement, ces expériences-là ont exclu l'oxygène parce que il y aurait pas eu aucun résultat autrement. Mais Mais dans le là, fond, mais là, on a des c'est un gros peu, problèmes, là. ils ont donc L'oxygène oxyde. ils ont trafiqué leur expérience pour avoir le résultat qu'ils voulaient, là. Mais Donc, ça, l'eau dissout, l'oxygène oxyde. Alors, c'est pas un argument de dire qu'une planète, l'oxygène et de l'eau, ça veut. C'est à des années-lumière de vouloir dire qu'il y a de la vie. ouais, ouais, ben pour les conditions de départ, là, avant que la vie puisse exister, justement, ils ont essayé de trafiquer leur histoire pour que, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'oxygène. Parce que ça faisait l'affaire pour avoir au moins franchi une toute petite étape, là, pour une étape minuscule, d'arriver à avoir quelques composés organiques. Et puis, mais c'est ça. Mais finalement, il y a des preuves, déjà même sur le plan de la géologie, que la Terre le plus ancien, il y avait la présence d'oxygène en plus. Fait que les conditions qu'ils ont posées ne sont pas réalistes, ne sont pas appuyées, là. Bon, ben écoutez, M. Gosselin, moi, c'est pas mal tout ce que j'avais comme question. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution. J'espère pouvoir aussi vous interviewer sur beaucoup de sujets. Vous avez votre site, je crois, Sam Sida, c'est ça, hein? Sam is that. Sam is that. Ouais. C'est un mot russe. Ouais. Ça veut dire presse alternative, là. Mais Ça là, date de l'époque c'est du russe, hein? soviétique. C'est du russe, hein? C'est du russe, c'est un mot C'est russe. russe, ok. Et ça date, c'est du jargon des dissidents religieux puis politiques dans l'époque soviétique parce que à l'époque, seulement les gens qui étaient approuvés par le gouvernement communiste pouvaient publier.
Donc, ceux qui voulaient publier des choses en dehors, ben, ils devaient faire ça par la presse alternative, que finalement, on a collé le nom Samizdat. C'était un Bon, peu. alors je vais mettre son site en description et je vous invite à aller regarder. Il y a beaucoup d'articles intéressants sur beaucoup de sujets. Jusqu'à faire une hache avec juste une pierre, c'est assez intéressant. Alors, alors écoutez, merci beaucoup pour tout et C'est bon. on se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, merci. Bon. Bon, ouais, moi, je vais quitter carrément, là, fait que j'ai d'autres trucs, là, fait que.